Troisième semaine, le coach il met son équipe en place, donc il met 4 défenseurs en jouant en 4-4-2 à cette époque-là. Et il raye l'arrière gauche et il met mon nom. Oh là, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et il lui dit, écoute, t'es trop gros, t'es pas assez professionnel, c'est Attila qui va jouer, tu vois. Il voulait lui passer un message. Ah ouais, bah là, le message il était clair. Il me dit, écoute, viens à Ankara et tout, tu viens et tout. Moi, j'ai dit, ok, on n'a même pas négocié rien, tu vois. J'arrive là-bas, dans le bureau, on est 15-20 joueurs. Donc, à la queue leu, quoi. Chacun signe son contrat. On tombe, donc, de D2, on tombe en D3. Je veux partir, impossible. Président, c'est hors de question que tu pars. Je dis ma parole, je viens plus à l'entraînement. Si tu avais le choix entre les deux au même moment, l'équipe de France et l'équipe turque, c'est quel choix qui s'impose? Franchement. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour la 3e saison du podcast. J'espère que vous avez pu bien vous reposer, recharger vos batteries, respirer parce que cette année, je vais pas vous lâcher. Que des invités d'exception, que des épisodes de qualité et on commence avec un épisode incroyable. Aujourd'hui, on accueille Attila Turan. Avant d'aller plus loin, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne rien rater de tout le contenu que je vais vous proposer cette année. Et parlez du podcast à votre entourage. Grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, père, mère, chien, chat, lapin, poisson, bref, tout le monde. Attila a connu 10 carrières en une. Il signe son premier contrat professionnel à 17 ans. Il a joué en Ligue 1, en Ligue 2. Il a joué au Sporting Lisbonne au Portugal. Il a joué en première division turque, en deuxième division turque. Il a été international espoir en France, en Turquie, international senior en Turquie. Je sais vraiment pas comment on a fait pour parler de tout ça en 1 heure, mais on l'a fait. Donc accrochez-vous bien et sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Alors, Attila Turan, bienvenue au cœur du jeu. Merci, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux brièvement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, Attila Turan, 31 ans, né à Mijen dans le 89, actuellement à Kocaelispor en D2 turc, marié, 2 enfants. Voilà. Ok. Turan, c'est turc? Turc, ouais, exactement. Papa, maman turc. Tes papa et maman turcs d'origine turque? Ouais. Ils sont Non, nés non, en ils Turquie. sont nés en Turquie et puis bah après ils sont venus par la suite Mon père est venu par la suite en France. Ok. Mais moi je suis né en France. Ok. Et puis ouais, j'ai vu que dans ta jeunesse, tu avais fait les équipes de jeunes en équipe de France. Exactement. Quand senior, tu avais été avec l'équipe nationale turque. Exactement. C'est comment avec 2 parents qui sont vraiment nés en Turquie, toi qui es né en France, c'est comment un peu toute cette sauce là, comment écoute, moi j'ai fait comme tu as dit toutes les gammes en jeunes en équipe de France de 15 à 17, je crois 18. J'ai joué pratiquement j'ai fait pratiquement toutes les sélections. Après par la suite, j'ai été à l'étranger. En fait, quand j'ai été à l'étranger, on m'a pu appeler. J'ai jamais été appelé en espoir. Ok. En français. Et par la suite, vu que j'étais en Turquie, je jouais ici. À l'époque, quand j'étais en équipe nationale, j'étais à Kayseri. Ok. L'équipe nationale m'a appelé. J'ai pas hésité parce qu'on sait aussi l'équipe nationale française, c'est pas facile d'y aller. C'est clair. Donc, j'ai accepté la sélection ici. Je m'y attendais pas du tout. J'avais dans un coin de ma tête, mais franchement, je m'y attendais pas. Et quand j'ai eu cette opportunité, j'ai accepté directement. Ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais ouais, il y a du sportif et il y a une partie un peu politique dans toutes les sélections, on va dire. Tu dis à partir du moment où t'étais plus en France, on a arrêté de t'appeler en sélection de jeunes. Est-ce que tu penses que c'est le pays où t'étais ou juste le fait que t'aies quitté la France? Je pense que le problème, ça a été aussi, en fait, quand j'ai quitté la France, j'étais au Portugal, au Sporting Lisbonne. Et j'avais juste 18 ans, ou pas encore 18 ans, je sais plus exactement. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas beaucoup joué, c'est la vérité aussi. Donc, pour être appelé en équipe nationale d'espoir, là, quand je regarde actuellement, ceux qui sont appelés, c'est ceux qui jouent en Ligue 1, à l'étranger, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui a fait que j'ai pas été appelé en espoir. D'accord. Ok. Tu vas nous expliquer tout ça. Tu as été formé à Grenoble? Exactement. Comment t'atterris à Grenoble?
au centre de formation de Grenoble? Comment j'ai atterri à Grenoble? En fait, j'avais fait les tests pour entrer à l'INF Clairefontaine. Donc, j'ai fait tous les tours. J'étais jusqu'au dernier tour, il me semble, dans les 50 derniers, si ma mémoire est bonne. Ça fait un moment déjà. J'ai été dans les 50 derniers et puis donc j'attendais la réponse. C'était négatif. Mon bulletin scolaire était pas bon non plus, on va pas se cacher. J'étais un peu un élève turbulent, on va dire. Donc ils m'ont pas accepté. Et puis après ça, de toute façon, tu sais bien à l'INF, quand tu fais les essais pour entrer à l'INF, tu as plein de clubs qui viennent superviser. Donc il y avait Saint-Étienne, Paris Saint-Germain et j'en passe, Bordeaux, etc. Et moi j'avais eu l'opportunité Rennes, Saint-Étienne. Il y avait l'AGIA aussi et Grenoble. Et en fait, mon père, moi, voulait pas trop que j'aille dans un gros centre de formation, parce qu'il me disait que pour lui, il pensait que ça allait être plus difficile de pouvoir se montrer, de signer pro dans un grand centre de formation comme Rennes, Saint-Étienne, etc. Donc, j'ai opté pour le Grenoble GF38 pour Grenoble. Donc, c'est Monsieur Blacard qui est venu jusqu'à chez moi. Bernard Blacard, franchement, c'était le directeur du centre de formation de Grenoble. Il a son grand frère qui était à la DTN, à la FFF. Donc, c'est lui qui est venu à la maison pour me faire signer. Et donc, lui, il m'a dit qu'il voyait du potentiel en moi, qu'il croyait en moi. Et puis, du coup, on est parti sur un projet de 3 ans à Grenoble. C'était contrat aspirant. Exactement, contrat aspirant. Donc, je suis parti sur un contrat de 3 ans là-bas. Et puis, après, j'ai signé à 17 ans. Ouais, 17 ans à peu près, j'ai signé mon premier contrat professionnel à Grenoble. Ok. Ouais. Donc au final, rapidement, quoi. Quand tu regardes ça, est-ce que tu te dis, si c'était à refaire, tu referais la même chose ou… Ah oui. Ouais, ce serait encore le bon choix de signer dans un petit, entre guillemets, centre de formation. Oui. C'est sûr que quand tu vois Grenoble par rapport à Rennes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, oui, ça fait moins rêver, entre guillemets. Mais je sais pas, leur approche ça m'a convaincu, quoi. Et puis, il y avait Monsieur Blacard qui est venu. Moi, je le connaissais pas du tout, juste de nom. Il est venu et tout. Il est venu à la maison pour me faire signer. Il s'est déplacé quand même. Il a fait 4-5 heures avec sa femme, je me souviens. Donc, oui, il m'a convaincu. Puis, il m'a dit qu'il voyait du potentiel en moi. Et puis, moi, je pensais que j'aurais eu plus de chance à Grenoble, où il y a beaucoup moins de joueurs que, par exemple, à Saint-Étienne ou au PSG, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ton premier contrat professionnel, tu le signes à 17 ans? Exactement. C'est jeune, ça… C'est comment de signer son premier contrat pro à 17 ans? Franchement, déjà, j'arrive au centre de formation, on est à peu près une trentaine, déjà. On est à peu près une trentaine. Et moi, j'arrive, j'ai 15 ans, c'est pas facile. Je pars loin de chez moi. Moi, j'habite vers Auxerre, dans un petit village qui s'appelle Cheny. Donc, Grenoble, c'est à peu près 4 heures, 4h30 de chez moi. C'est loin. J'ai 15 ans. Ouais. J'arrive, je me souviens, j'arrive au centre de formation et dans la chambre, je suis avec Safir Taider. Il a joué à l'Impact de Montréal, oui, d'ailleurs. Il a joué chez nous à Montréal, ouais, c'est vrai. Voilà, exactement. J'arrive avec lui dans la chambre et puis donc on discute et tout et on se dit putain c'est chaud, ça va être chaud quoi parce qu'il y a du monde et puis tu sais pas, t'es dans l'inconnu, t'as 15 ans, toi t'as des rêves, tu te dis ouais j'espère que je vais être pro, je vais jouer en Ligue 1, en Ligue 2, peu importe tant que je joue. Et je me souviens il y avait des bons joueurs hein, franchement, il y avait Thauvin aussi qui était avec nous au centre de formation. Il y avait Taider, il y avait Fegouli, lui il était un peu plus grand que nous. Il y avait Giroud aussi, Olivier Giroud, mais bon, il est beaucoup plus grand que nous. Franchement, il y avait quand même des sacrés joueurs. Hein. Et puis au final, il y a que moi et Safir qui signons pro dans au centre de formation. On a à peu près une trentaine. Bon, Thauvin et tout, ils ont signé par la suite. Thauvin, il me semble pas qu'il a signé pro à Grenoble. Il a signé à Bastia, il me semble. Donc oui, au final, sur 30, c'est Safir et moi dans la même chambre. On était dans la même chambre pendant 3 ans. Et on a signé pro un peu près en même temps. Et ça donc, même avec la famille, t'as dit que par exemple ton père, c'est pas anodin non plus que ton père il ait eu cette réflexion-là par rapport au centre de formation. Est-ce que ton père il a joué au foot? Est-ce qu'il s'y connaissait? Il connaissait un peu le milieu? Mon père il s'y connaissait un peu, ouais. Il était gardien, mais bon, il a jamais joué il a jamais été professionnel. Moi, vu que j'habite pas loin d'Auxerre, Auxerre m'a contacté plusieurs fois, voulait me faire signer, mais on savait qu'à Auxerre, à ce moment-là, pour faire jouer les jeunes, c'était pas ça. À l'époque d'Auxerre, c'était
oh là, c'était, il y avait qui? Il y avait Cissé, Mexès, tu vois, c'était vraiment la génération, la grosse génération. Donc, pour jouer là-bas, à ce moment-là, c'est pratiquement impossible. Donc, mon père, on a une discussion, il m'a dit: «Fiston», il m'a dit: «Je pense que Grenoble, ça sera la meilleure solution pour toi et tu auras plus de chances de signer là-bas». Et moi, bon, à 15 ans, je suis un peu naïf, je sais pas trop, j'écoute mon père, je dis: «Bon, bah, OK, allez, on y va». Donc, on signe là-bas et puis, bah, tout se passe super bien, franchement. Et puis quand le contrat pro vient avec lui, est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est une réussite pour lui? Parce qu'on sait il y a aussi, les parents veulent le meilleur Ouais, pour leurs enfants. Le exactement. foot, on sait pas aussi comment c'est vu dans certains milieux. Des fois, c'est Ouais, bon, ben c'est cool, mais c'est un hobby. Concentre-toi sur ouais. l'école et puis il y a ça à côté. Là, toi, ton père, il t'a quand même poussé à faire le bon choix au final. Oui, oui. Bah, moi, mon père, il a toujours été derrière moi. Il m'a toujours emmené à droite, à gauche. Pourtant, on n'avait pas une situation, voilà, on n'a pas une très bonne situation. On grandit, on a en HLM jusqu'à 18 ans. Mon père était électricien. Ma mère travaillait à l'usine, tu vois. Donc, mon père, je me souviens, la première fois, je vais au centre de formation à Grenoble. Au bout de 2 semaines, je l'appelle. Et donc, j'étais en pleurs, tu vois, j'en pouvais plus, j'arrivais pas, c'était compliqué. Tu sais, Ouais. moi, je suis habitué, on a un cercle familial assez, voilà, et d'un coup, tu te retrouves seul, 15 ans, tu connais personne. Et au bout de 2 semaines, je l'appelle, donc je me souviens, j'étais en train de pleurer, et je lui dis: papa, j'en peux plus, j'en ai marre. Et tout. Bah, il me dit: bah, écoute, rentre. Il me dit: écoute, rentre, tu viendras travailler avec moi, quoi. Je te ferai un contrat et tu seras électricien avec moi, tu vois. Et du coup, j'ai raccroché, tu vois, je me gratte la tête comme ça. Je me souviens encore, j'étais au centre de formation, j'étais assis sur mon canapé, sur le lit, donc c'est la chambre. Je regarde dehors comme ça, je me dis: putain, je me dis: Attila, si tu rentres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, je me voyais pas être électricien, tu vois, j'ai Ouais. travaillé avec lui, c'est chaud, tu vois, c'est un Ouais, travail ouais. compliqué. Donc, je l'ai rappelé et tout, quelques heures après. Je lui dis: écoute, non, c'est bon, papa, je reste et tout. Bah, il me dit: alors, pourquoi tu rentres pas? Tu viens travailler avec moi, c'est bien et tout, c'est un bon travail. Et je dis: non, papa, s'il te plaît, je vais essayer encore un peu. Et puis, au bout de quelques semaines après, tu vois, je me Ah, suis tu t'es habitué. Et puis, habitué. ouais, voilà. Et quand tu signes ton contrat professionnel, comment ça se passe? Psst, ça fait 10 minutes que t'es là. Abonne-toi. Donc, comment ça se passe? Moi, je signe mon contrat pro, j'avais 17 ans. 17 ans exactement. À ce moment-là, Grenoble est en Ligue 1. Ok, Je signe pro à la fin de la saison, donc c'est presque la fin de saison en Ligue 1. À cette époque-là, Grenoble, il tombe en Ligue 2. ok. Euh, Dépôt de bilan, Oui. exactement. Non, pardon, on tombe en Ligue 2. Bon, moi, j'ai pas joué, mais on tombe en Ligue 2. L'année de Ligue 2, il y a pratiquement que les jeunes qui jouaient. Donc, Ok. il y avait Saphir, moi, il y avait, il me semble, il y avait Joseph Mendes aussi qui jouait. Donc, t'as Euh, fait une saison en Ligue 2 quand même. j'ai fait, ouais, bah, directement, en fait, j'ai signé mon premier contrat pro. Quelques mois après, j'ai directement enchaîné en Ligue 2. Ok, J'ai joué directement. J'ai enchaîné avec, en premier, c'était Bazdarevic, mon coach. ok. C'était Bazdarevic. Et après, par la suite, c'était Yvon Pouliquin. D'accord. Yvon Pouliquin. C'était lui. Puis, bah, je fais une bonne saison. 25 matchs en Ligue 2. 3-4 buts, un truc comme ça. 2-3 passes décisives. Pour une première saison, c'est super. Oui, bah oui. Donc, dépôt de bilan. Dépôt de Hmm. bilan. Assez compliqué. Du coup, ben, je me retrouve libre. Je me retrouve libre. Euh, Franchement, j'ai été triste parce que ce club, il m'a tout donné. J'ai fait centre de formation. Puis tu vois, les gens au club, ils étaient vraiment attachants. Franchement, ça m'a fait de la peine. Ouais. Mais je pouvais pas rester parce que le club, il repartait en CFA, CFA2, je crois, Mhm. ou même DH, je sais plus exactement. Donc j'ai eu plusieurs opportunités. J'ai eu le Sporting, j'ai eu Montpellier, Lorient. Après, j'ai eu aussi des clubs en Turquie, comme je suis turc, Ok. de nationalité Est-ce que franco-turque. t'as un agent à ce moment-là? Oui, j'avais un agent à cette époque-là, c'était Sébastien Thierry, Ok. un agent de Lyon, tu dois peut-être connaître, je sais pas. Non, C'était mais lui. oui, dis-moi. Donc, plusieurs opportunités. Moi, je décide d'aller au Portugal. Je Pour, décide de. pour quelle raison tu décides de partir au Portugal? Parce que là, il y a quand même des Lorient, Montpellier, c'est des belles équipes. Ouais. Il y Bah, a franchement, je vais te dire aussi. Ouais, dis-moi. Bah oui, comme tu dis, Lorient, c'est des bonnes équipes. Montpellier. Après, la vérité, c'est que quand j'entends le Sporting, moi là-bas, je me dis c'est trop gros, tu vois. J'y crois Hmm. pratiquement pas. J'y crois pratiquement pas. Et puis tout, mon agent, il me montre la proposition de contrat, etc.
Et puis, je me dis, putain, j'y vais ou pas, j'y vais pas. J'ai dit à mon agent, vas-y, on y va. J'ai dit comme ça, on y va. Mais il me dit, t'es sûr et tout? Il me dit, écoute, t'as des opportunités en Ligue 1 et tout. Je dis, non, moi, j'ai envie d'essayer là-bas. Tu sais, j'ai vu Cristiano Ronaldo, Oui, bah oui. Figo, etc., qui sortent de là-bas. Mais Je me suis dit, bon, bah, allez, on fait le grand saut, tu vois. et en plus, je me pose la question quand même parce que il y a le, comment dire, tu pars de chez toi, tu vas à Grenoble. Quand tu arrives à Ouais. Grenoble, le dépaysement, bon, ça, c'est jamais facile de toute façon. Le changement, Ah c'est non. jamais quelque chose de facile. Ouais. Au début, tu trouves ça difficile, tu finis par bien l'accuser et puis, bah, tu signes pro, ça, t'as l'année que t'as en Ligue 2, super. Ouais. Ouais, Là, tu as franchement, ouais. l'opportunité de rester en France. Si tu me dis encore aller en Turquie, bah, on peut dire, je sais pas si tu partais souvent en vacances là-bas, je sais pas à quel point c'est la Ouais. maison à ce moment-là, mais tu es près de tes racines. Là, le Portugal, ça a rien à voir. Ouais, mais je me dis que sur le coup, je me dis, de toute façon, en Turquie, je reviendrai comme, tu sais bien, les joueurs franco-turcs évoluant à l'étranger, un jour ou l'autre, tu reviens, c'est un peu Ouais, plus simple. Donc moi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas aller dans un gros club et puis au pire, tu vois, tenter ma chance et au pire être prêté 1 an ou 2, histoire de se faire les dents et revenir en force et puis pouvoir jouer, tu vois, s'imposer. ok. Mais ça se passe pas vraiment comme prévu, à vrai dire. Pour quelle raison? Bah, j'arrive là-bas, que des gros joueurs, différence de niveau vraiment flagrant. Le comment te dire? Le rythme à l'entraînement, c'est pas du tout la même chose qu'à Grenoble. Ok, Au bout d'1 mois, je suis prêté dans un club au Portugal, Beira-Mar, ok, D1 portugaise. Je fais 10-12 matchs. Ça se passe pas top. Heu, après, j'ai été prêté à Orduspor en D1 turc. C'est la première année où j'ai joué en Turquie. C'était à 21 ans. ok, J'ai fait 25 matchs. Voilà, c'était Orduspor. Voilà, c'est ça, exactement. Orduspor, ouais. Voilà. Et après, c'est à ce moment-là que je résilie au Portugal et que je pars à Reims, en fait. ok, Et je signe 4 ans dans la foulée à Reims. Et à cette époque-là, quand j'arrive au Sporting, il y a des gros noms qui signent. Il y avait Marcos Rojo qui a joué à ok. United et tout. Je sais pas si tu te souviens. Oui, Il y a oui. des gros noms, il y en a plein d'autres, mais je sais plus, des Hollandais et tout, mais vraiment des top players qui arrivent. Moi, je vois ça, 2-3 semaines d'entraînement, je me dis, oula, ça va pas être facile, tu vois. Je Mhm. me dis, ouais, je vais pas jouer. Et en plus, à mon poste, il y avait un défenseur, un latéral gauche, s'appelait Evaldo, je crois, Ok. un truc comme ça. Il jouait depuis quelques années, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il jouait là-bas, tu vois. Donc, un joueur, quand il joue depuis 2-3 ans, 30-35 matchs par saison, tu sais que ça va pas être simple, tu Ouais, vois. c'est clair. Donc je me dis quoi, faut que je sois prêté, tu vois. Donc je vais voir le directeur général. Et je lui dis, écoute, il faut que je sois prêté et tout, j'ai besoin de jouer et tout. Il me dit, écoute, pas de souci et tout. Au début, ils me disent OK, après ils me disent non. À cette époque-là, c'était Jardim, le coach, Leonardo Ok. Jardim. Donc je vais le voir dans son bureau, je toque à la porte, il m'ouvre, il me dit, ah, Tila, ça va, tu sais, il parle un peu français. Tu sais comment il parle le Ouais, français avec ouais, son accent portugais, ouais. tu vois. Il est marrant d'ailleurs. Et donc, je lui dis, écoute, coach, je lui dis, je sais que vous allez pas me faire jouer, que je peux partir en prêt. Et voilà, il me dit, au début, il me dit, OK. Bref, après, il me rappelle quelques jours dans son bureau, il me dit, bah écoute, Attila, non, faut que t'as on veut te vendre et tout. Je dis, OK, mais je dis, vous voulez me vendre où? J'ai pas joué, tu vois. Hmm. Et donc, il me dit ça. Je dis, OK. À ce moment-là, il y a Reims qui appelle, Caillot, Jean-Pierre Caillot, le président de D'accord. Reims, il m'appelle. Il appelle mon agent d'abord, après on a une discussion et tout. Le club, il s'arrange, donc en prêt. OK, nickel. Donc j'arrive, je prends l'avion de Lisbonne à Paris, donc on vient me chercher, et je passe à Reims. Donc on va manger avec mon agent et le président Jean-Pierre Caillot au resto pour discuter, etc. Et mon agent il reçoit un message, non, du coup on veut plus prêter, on veut 1 million d'euros. Sérieux, je te parle sérieux. Et du coup, je dis, putain, comment on va faire et tout. Au début, mon agent il me dit ça, je me suis dit c'est une blague, tu vois. Ouais. Mais non, ils me montrent le document et tout. Du coup, ils veulent pas le prêt, ils veulent 1 million d'euros. Et Reims, ils peuvent pas payer 1 million d'euros, Ouais, surtout ouais. pour un joueur qui a jamais joué et qui a fait qu'une saison de Ligue 2, tu vois. Ouais, ouais. À cette époque-là, tu vois, c'est pas comme maintenant. Maintenant, ils transfèrent des joueurs à 10-15 millions, ils ont 2 matchs de Ligue 1, quoi. Tu Ouais, ouais, vois. c'est clair. Donc, à cette époque-là, 1 million, c'était beaucoup d'argent. Oui, C'est plus oui. comme maintenant. Donc, Reims peut pas. Donc, je repars au Portugal. Je prends l'avion, je repars un jour ou deux après. Donc, je continue à m'entraîner, etc. Et puis, donc, au final, avant la fin du mercato, il trouve un arrangement. Il me laisse libre. Du coup, je signe 4 ans à Reims.
Tu vois, à la base, Ok. ça devait être un prêt, après ça devait être une vente, et au final, on a résilié. Donc, en un mois, il y a eu tout, quoi. Mais par contre, quand on résilie à l'amiable, le Portugal, ils ont mis une clause pour pas que je parte, par exemple, au Benfica, à Porto, Ok. ou à. Ouais, c'était ça, les 3 clubs du Portugal, tu vois, les 3 plus gros clubs du Portugal. D'accord. Donc, ils mettent une clause comme ça. Bon, moi, j'ai pas le choix, donc il faut que je parte. Et moi, à ce moment-là, je veux rentrer en France, tu vois. Je rentre en France, donc je signe 4 ans à Reims. Ça se passe bien. La première année, c'était en Ligue 1. Je fais une quinzaine de matchs, il me semble. Ok. Quelque chose comme ça. C'est Signorino qui jouait, Franck Signorino. Puis, bah, moi, j'étais derrière lui, tu vois, donc je pousse un peu pour jouer, etc. Donc, je fais une quinzaine de matchs, il me semble. Puis, au final, je reste 3 ans. Mais entre-temps, je pars en Turquie. Je suis prêté en Turquie, tu vois, entre-temps, Ok. à Kasımpaşa. Prêt qui se passe très mal, tu vois. Ok. J'arrive, le coach me dit qu'il veut me faire jouer. J'arrive, j'attends 3 semaines, 4 semaines, il ne me fait pas jouer. Je vais le voir, il me dit non, patiente encore un peu, etc. Bon, j'ai compris que ça allait pas le faire, tu vois. Mhm. Et donc, en décembre, je cherche une porte de sortie pour rentrer à Reims. C'était pas possible. Du coup, bah, je suis resté 1 an à Kasımpaşa. J'ai joué 3, 4, 7 matchs, je crois. Tu vois, 5, 7 Ouais. matchs. Ouais, 7 matchs, tu vois, chaud. Et Euh, comment dire, quel impact ça a sur, euh, sur toi mentalement? Je pose la question parce que, bon, t'es jeune, tu veux faire carrière dans le ouais, monde pro. Là, au début, t'as ton contrat professionnel. ouais, Finalement, le club descend en Ligue 2. Après, dépôt de ouais. bilan, donc une première déception. Après, tu Chaud, as ouais. le Sporting Lisbonne qui t'appelle. Ouais. Il y a les très grands clubs dans le monde, mais Ah Sporting oui, Lisbonne, c'est un grand club, c'est connu ah oui, partout. oui. Donc, tu arrives là-bas, ça se passe pas du tout comme ça t'aurais voulu que ça se passe. Non, pas du tout. Tu arrives à Reims, bon, il y a l'ambition de vouloir jouer. Au final, il y a un prêt en Turquie. Ça se Ouais, passe pas du tout comme tu veux que ça se passe. non, Là, pas du on tout. est quand même à quelques années dans le monde pro où bah il y a pas grand-chose qui s'est passé comme ça Il y a, devrait. il y a pas grand-chose et les années passent. Dans le foot, ça va trop vite. Tu peux passer du Sporting à pratiquement rien, tu vois. Mhm. Les clubs, ils regardent pas d'où tu viens, ils regardent combien de matchs tu as joué, tes Exactement. statistiques. Bon, peut-être qu'avant, les statistiques, c'était pas aussi important que maintenant. Maintenant, on en parle beaucoup plus, tu vois. C'est peut-être des statistiques différentes. Je pense qu'à l'époque, on regarde Voilà, quand même le nombre de matchs que tu as joué. C'est peut-être pas but passe D, exactement. mais le nombre de matchs, c'est Voilà, quand même important comme stat. exactement. Bon, à l'époque aussi, ils demandaient moins comment te dire, de statistiques aux latéraux que maintenant. Tu vois, les C'est latéraux de clair. maintenant, c'est plus de la contre-attaque, c'est des stats, tu vois. Donc, Oui, oui. c'est différent. Mais comme je t'ai dit, quand tu passes euh, tu fais une saison blanche. Après, pour retrouver un bon projet, les années, ça défile. J'arrive à 23, 24. Les clubs, ils disent, ouais, ça fait 2 ans qu'il n'a pas beaucoup joué, ou joué une dizaine, quinzaine de matchs, ça fait peu, tu vois. Mhm. Donc, au final, bah, tu as de moins en moins d'opportunités. Ouais. Donc, après le dépôt de bilan, après mon prêt qui s'est mal passé en Turquie, je reviens à Reims. À ce moment-là, il me reste 1 an de contrat. Mais le club est en Ligue 2 à ce moment-là. Ok. Donc, on est en Ligue 2. Donc, à ce moment-là, le coach, c'est non, c'est pas Pazdarovic, comment il s'appelle Derzakarian, le Ok. coach. Donc, à ce moment-là, à Reims, je joue un peu. Je dois faire une quinzaine de matchs aussi, tu vois. Je joue pas autant que j'aurais aimé, tu vois. Mais ça se passe pas trop mal. Mais entre-temps, j'ai une petite embrouille avec le coach Derzak, tu vois. Bon, aujourd'hui, je lui en veux pas du tout, tu vois. En fait, j'ai eu un petit problème avec ma femme à ce moment-là, un problème, comment te dire. Ma femme, elle avait eu une fausse couche, tu vois. Ok. Donc à ce moment-là, j'étais un peu tendu, elle était vraiment pas bien, etc. Et, euh, et à ce moment-là, donc on rentre dans la semaine de match. Donc tout va bien, je commence la semaine et tout. Et le dernier jour de l'entraînement, le coach Zakarian, je me souviens, il met Amari Traoré, qui est aujourd'hui en Espagne, il met arrière gauche et il met je sais plus qui arrière droit, tu vois. Donc en gros, moi je vais plus jouer. Il a mis un droitier à ma place. Ok. Alors là, j'ai pété un câble. J'étais déjà tendu, j'ai pété un câble. J'ai enlevé ma chasuble, je sais pas comment on dit, tu sais, Ouais, le truc ouais. là. Je l'ai enlevé, je l'ai jeté par terre. Et bon, j'ai dit une connerie, tu vois. Et puis, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Donc, après, le club, ils ont fait comment on appelle ça, mise à pied. Ok. Mise à pied 2, 3 semaines.
entre guillemets, ça m'arrangeait parce qu'à ce moment-là, ma femme, elle était vraiment pas bien du tout. Tu vois, 2-3 semaines, elle a vraiment eu du mal. Moi, j'étais vraiment pas bien non plus parce que je devais venir à l'entraînement, mais en même temps, j'avais ma femme qui était là, donc c'était pas facile, tu vois. Donc, j'ai été mis à pied 3 semaines. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que pas une fois, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé à Attila, parce que j'étais un mec calme, tu vois. J'ai jamais été nerveux, etc. J'étais calme, mais pas une fois, ils ont essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont mis à pied, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Au bout de 3 Sans semaines, je qu'il suis y ait de revenu. discussion, sans qu'il y ait Voilà, sans qu'il y ait eu de… de discussion, alors que moi, j'avais tout fait pour venir à Reims, tu vois. Au niveau du salaire, etc., j'ai pas pensé aux sous, quoi, quand je suis venu à Reims. Du coup, ça m'a fait un peu mal parce qu'avec le président, on avait quand même une bonne relation. Quand il y a eu ça, même pas un coup de fil. Qu'est-ce qui s'est passé, Attila? Pourquoi tu as réagi comme ça? Rien du tout. 3 semaines de mise à pied, tu vois. 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Donc après 3 semaines, un mois, du coup, entre guillemets, ça c'est bien tombé parce que j'ai pu rester avec ma femme, l'aider un peu. Ouais. Et au retour, bah, j'ai dû m'excuser, ce qui est normal, tu vois, devant mes coéquipiers. Donc je me suis excusé. On s'est serré la main avec le coach et puis on est passé à autre chose, tu vois. Je lui en veux pas parce que avec le coach d'Erzaka, on s'est pas très bien passé, mais il y a eu cette comment te dire, il y a eu ce petit problème là, tu vois, mais lui aussi il pouvait pas savoir. Et puis Oui. moi, c'est peut-être un peu aussi de ma faute parce que je leur en ai pas parlé, tu vois. Ouais. Après, Donc voilà. c'est comme tu dis, les torts, ils sont partagés dans le sens où, bah, toi, t'as rien dit, mais en même temps, quand t'es dans une situation comme ça, est-ce que t'as envie de toi aller en parler? Voilà, c'est Ça, pas facile, ouais. tu vois. Et puis j'étais jeune, tu sais, quand tu as 23-24 ans, c'est compliqué de parler de ces choses-là. Tu sais, Oui, tu c'est es clair. pas vraiment prêt. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis au final, dernière année de contrat à Reims. Donc on se maintient en Ligue 2 facilement. Je crois qu'on est 5e, 6e. On fait une bonne saison en Ligue 2. Donc fin de contrat, j'ai pas été renouvelé. Ce qui m'a fait mal aussi, c'est que en fait, quand mon contrat était fini, j'ai fait 4 ans à Reims, dont une année en prêt, donc 3 saisons pleines à Reims. Pas un message de remerciement, tu vois, pas de merci, bonne route, bonne chance pour la suite, rien du tout. Tu vois, ça aussi, ça m'a fait mal. Ouais. Du coup, je suis parti. J'étais un peu triste parce que j'ai quand même passé des bons moments là-bas. J'ai rencontré des bonnes personnes, des bons coachs, le président aussi, Caillot, franchement, super mec. Je voulais savoir, quand t'es à Reims et que t'es presté à Kassim Passa, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Kassim Pacha. Ouais, Kassim Pacha. T'as pas encore 25 ans, c'est ton troisième prêt. Ouais. Deux questions. Quand tu as signé pro à 17 ans, est-ce que c'était une possibilité dans ta tête déjà que ton début de carrière se passe comme ça? Et deuxième question, Non, je te pose les deux, après je te laisse répondre aux deux. vas-y. Comment tu le vis ça? Est-ce que tu le vis comme un échec? Est-ce que pour toi c'est normal? Ouais, je te laisse me répondre. Déjà non, tu peux pas te projeter aussi loin. Déjà, quand tu as 17 ans, tu joues, tu es content de jouer. Déjà, le dépôt de bilan, tu t'y attends pas. Et puis, quand tu signes au Sporting, tu sais, tu es jeune, tu as 17-18 ans, toi, tu penses que tu vas jouer directement, tu vois, tu rêves. Mais t'es pas préparé à ça. T'es pas conscient de tout ça, tu vois. Tu signes là-bas, on te dit, bon, faut aller en prêt, ok, tu y vas parce que tu te dis, tu as 5 ans de contrat dans tous les cas. Tu dis, bon, je vais essayer d'aller là-bas jouer, de montrer des belles choses et de revenir de m'imposer. Mais quand tu vois un prêt, deux prêts, tu te dis qu'en plus, où j'ai pas beaucoup joué, tu vois, faut pas rêver. Tu peux pas faire 10 matchs en Turquie et puis aller jouer au Sporting. Ouais. Voilà, ça serait se mentir à soi-même, tu vois. Même après, une fois que tu arrives à Reims, tu as ce Ouais. prêt-là. En fait, comment tu vois ta carrière à ce moment-là? Si on s'arrête juste avant que tu arrives à Kayserispor, comment tu vois ça? Parce que moi qui ai évolué que dans le milieu amateur, je me dis, bon, c'est pas la carrière dont j'aurais rêvé étant jeune, mais Ouais. tu es quand même dans le monde professionnel. Tu as touché le Ouais. Sporting Lisbonne, tu as touché de la Exactement. Super League, tu as Ouais. touché de la Ligue 1, tu as touché de la Mhm. Ligue 2. Ouais. C'est plus qu'honorable. Oui. C'est une belle carrière. Mais toi, à ce moment-là, comment tu le vois, tout ça? À ce moment-là, franchement, tu regardes. Franchement, moi, à ce moment-là, je regarde pas trop derrière, quoi. Je me Ok. dis, ok, derrière, ça s'est passé comme ça c'est pas super bien passé, mais je me dis, maintenant, faut jouer, quoi, parce que tu vois les prêts qui défilent, tu joues pas beaucoup. Donc, je me dis, faut que je joue. Donc, après, j'ai l'opportunité d'aller en Turquie. Ça se passe comme ça. Donc, je vais en Turquie, je signe 3 ans à Kayserispor.
Ok. Est-ce que t'as des touches en France à ce moment-là? Pour À rester ce en France? moment-là, franchement, Ligue 2. Ligue Ok. 1, rien du tout. Ok. Ligue 2. Et j'avais pas envie de repartir sur de la Ligue 2. J'avais envie de repartir à l'étranger, d'essayer ma chance à l'étranger. Ok. Et en Et quand Turquie, j'ai eu la chance, tu pars en Super League en Turquie? ouais, Super League Ok. turque. Donc, je signe au Kayserispor. Il y avait Konya, il y avait plusieurs clubs comme ça. Pas des top clubs, des milieux de tableau, tu vois. Donc, je fais le choix de venir ici. Le coach me dit, c'était un coach portugais, il me dit, écoute, on parlait un peu en portugais, il me dit, écoute, Attila, deuxième latéral gauche. Mais je dis, moi, je viens, mais il faut que tu me dises que si je suis bon, je joue. Hmm. Faut pas que tu me dises que si je suis pas bon, si je suis bon, je joue pas. Ouais, Je dis, ouais. moi, la seule chose que je veux, c'est que tu me promettes que si je suis bon, je joue. Il me dit, écoute, Attila, viens, tu vas jouer. Une semaine, 2 semaines, nickel. Donc, je joue pas, tu vois, je m'entraîne super bien, je m'adapte et tout, nickel. Troisième semaine, le coach, il met son équipe en place, donc il met 4 défenseurs en jouant en 4-4-2 à cette époque-là. Et il raye l'arrière gauche et il met mon nom. Ok. Oh là, à la réunion de match, hein, comme ça. Oh là, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Il lui dit, écoute, t'es trop gros. Il lui dit, écoute, t'es trop gros, t'es pas assez professionnel. C'est Attila qui va jouer, tu vois. Je dis, oh là, Il voulait lui ok. passer un message. Ah ouais, bah là, le message, il était clair. Donc, il Ouais. me met, je joue, j'enchaîne. Après ça, j'enchaîne. Je fais 2 saisons et demie pleines. Entre-temps, je vais en équipe nationale. Ça se passe super bien. Ok. Franchement, à cette époque-là, on avait une équipe, mais on avait une équipe de fou. Il y avait Canabic, Jean-Armel Canabic. Je sais pas si ça Mhm. dit quelque chose. Ouais, ouais. Il y avait Ryan Mendes, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite. Je crois qu'il a signé en Turquie d'ailleurs là. D'accord. Ryan Mendes. Franchement, on avait des sacrés joueurs. Il y avait Oumoud Boulout qui avait joué à Toulouse. Je sais pas si tu te Ok. souviens, un attaquant. Ouais, ouais. Bon, il est assez âgé maintenant. Bref, on avait une équipe. Franchement, il y avait Adebayor, il y avait Asamoah Gyan. Ok. Ah oui, On oui, avait une équipe. des Franchement, top joueurs. c'était un truc de malade. Donc, on fait 2 saisons et demie. Franchement, super. Ça se passe super bien. Euh, Entre-temps, je vais en équipe nationale. Je vais en équipe nationale. Je m'attendais pas du tout, hein. Franchement, après le match, je rentre à la maison. Le lendemain, je fais la sieste. C'était jour libre. Je vois mon téléphone, 36 appels, des notifs de partout, WhatsApp, etc. Je dis, puis, il y a eu un souci, tu vois. Je me suis inquiété. Ouais, ouais. Et donc, je réponds à un appel. C'était qui l'appel? C'était mon agent. Oh, félicitations et tout. Je dis, félicitations de quoi? Il me dit, ouais, t'as appelé en équipe nationale et tout. Moi, j'y croyais pas, tu vois. Je me suis dit, c'est une blague et tout. Et sachant qu'à ce moment-là, le week-end d'avant, il y avait, comment il s'appelle le coach? C'était un coach qui a entraîné au Dynamo Kiev, qui a fait la sélection turque. Je vais pas Je pouvoir sais te plus dire. son nom. Bref, je sais plus son Je vais nom. retrouver son nom de toute façon, t'inquiète. Un top coach d'ailleurs. Le coach, il me dit, ouais, il veut te voir et tout dans les vestiaires. Donc, il descend dans les vestiaires, on se parle et tout. Il parle en français, tu vois. Il parle bien le français. Lucescu, voilà. Ok. Lucescu. Voilà. Donc, il me dit, écoute, Attila, je suis content de tes performances. J'aime bien ton profil. Je pourrais peut-être t'appeler en équipe nationale. Moi, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, tu vois. Porter ce maillot, c'est un rêve. Et vraiment, je serais très, très content de porter ce Ouais, maillot. ouais. Puis, voilà, on a une discussion de 5-10 minutes. Mais entre-temps, moi, j'oublie un peu, tu vois. Mais le truc, c'est qu'un jour ou deux après, il y avait la liste il donnait la liste pour l'équipe nationale. Puis moi, je savais pas qu'il y avait cette liste, en fait, 2 jours après. Donc, quand je me réveille, comme je t'ai dit, plein d'appels, etc. Puis donc, j'ai été en équipe Ah, c'est nationale. là que tu vois qu'il y a ton nom. Franchement, c'était un super moment. Pour Ouais. moi, un super bon moment. Je m'y attendais pas et vraiment, ça m'a ému, tu vois, de Et voir puis mon nom c'est, là-bas avec les blasts qu'il y avait. Il y avait Çalhanoğlu, il y avait Söyüncü qui joue à l'Atlético Madrid. Puis il y avait franchement des top players. Il y avait Cengiz Ünder. Il y avait qui d'autre? J'en oublie plein, mais ouais, franchement, mais des top en plus, players, quoi. on en parlait au début du fait que tu avais porté le maillot de l'équipe de France Ouais, en jeune, et puis là que tu as ouais, porté le maillot de la sélection turque en senior. Il y a ouais. souvent tu sais, cette discussion autour des binationaux. Est-ce que les binationaux portent le maillot comment dire, le pays de leurs origines par Mhm. défaut, ou est-ce que c'est un choix? Oui, c'est le choix du cœur. Franchement, moi, Oui, j'ai fait le choix du cœur. Véridique, j'ai fait le choix du cœur. Et puis, quand on m'a appelé, j'ai même pas pensé une seconde. J'ai dit OK direct. Tu vois, ouais, tu sais, c'est mon père, ma mère nés en Turquie, donc ils sont venus en France. Mais au final, tu sais, quand t'es binationaux, comme on dit binational, binationaux, ouais, je je sais sais plus. pas, je sais pas Ouais, non. voilà.
Bah, tu sais, tu as toujours le choix du cœur. Et moi, ça penchait plus pour la Turquie, on va pas se cacher, tu vois. Si je te mets dans le confessionnal, là, si tu avais le choix entre les deux au même moment, l'équipe de France et l'équipe turque, c'est quel choix qui s'impose? Franchement, je sais que pour la suite de ma carrière, je pense, ça aurait été mieux de choisir la France, mais j'aurais pris la Turquie quand même, tu vois. Vraiment, parce que j'ai grandi avec, tu vois, à l'époque Galatasaray, la Coupe d'Europe, tu sais, les grands noms à Galatasaray, Hadji, tu vois, Fatih Terim, le coach, tu vois, j'ai grandi avec ça, donc j'aurais choisi la Turquie dans tous les cas, sans hésiter, tu vois. Et ça, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure, mais j'aimerais quand même une réponse. Est-ce que quand tu étais jeune, tu retournais souvent en Turquie? Tout le temps. Ok. Une fois tous les 2 ans, pratiquement. Une fois tous les 2 ans, on était un mois et demi en Turquie, ouais. Ok, donc si tu retournes dans ton pays d'origine tous les 2 ans, et puis que tu as eu l'opportunité d'y jouer plusieurs fois, je peux comprendre que quand le choix de la sélection se fait, il y a quelque chose de fort, plutôt que la personne qui a jamais mis les pieds en Turquie, et puis la Turquie t'appelle quand tu as 23 ans et tu te dis, bah oui, pourquoi pas. Ah non, non. C'est pas la même chose. Non, bah de toute façon, tu sais, papa, maman turc, à la maison, on parle turc avec maman, français avec papa. Donc, tu vois, on est quand même, on est quand même attaché à la culture turque. Voilà, exactement. Comme je t'ai dit, il y a eu l'équipe nationale, etc. J'ai fait pratiquement 2 ans et demi à Kayseri. J'ai dû faire au moins 70, 75 matchs, tu vois. Donc, c'est tous titulaires. Donc, ça s'est super bien passé. Par contre, ma dernière année de contrat, j'ai eu des soucis de paiement. J'ai pas été payé 4-5 mois, tu vois. On me disait toujours la semaine prochaine, mais moi, je voulais pas porter plainte à la fédération parce que à ce moment-là, le club, ça allait pas très bien. Je voulais pas rajouter des soucis, tu vois. Mais au bout de 4-5 mois, tu te dis, bon, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, j'ai donné mon papier à la fédé. Ils avaient un mois pour me payer. Ils m'ont pas payé. Et du coup, je me suis retrouvé libre. Je me suis retrouvé libre en janvier. Donc, tu vois, décembre, janvier, mercato d'hiver. Donc, je fais mes valises avec ma femme et ma fille. À ce moment-là, j'avais pas encore mon fils. Donc, on fait les valises, on rentre chez nous en France. Donc, le mois, il passe, les semaines, ça passe, rien. Mais quand je te dis rien, que des pays bizarres, Estonie, Bulgarie, tu vois. Mais, putain, là, tu sors quand même de 2 ans et demi où tu as joué en Super League. 2 ans et demi où j'ai joué en Super League. Mais et vraiment là, fou, tu vois. Le téléphone sonne pas. Le téléphone sonne, mais que des numéros. Je t'ai dit Bulgarie, Estonie, Lituanie, tu vois, les pays bizarres comme ça. Et moi, je peux pas aller là-bas. Je suis marié, j'ai eu ma fille. Donc, les semaines passent, rien. J'arrive dans la dernière semaine de Mercato. J'appelle mon agent, je lui dis, écoute, est-ce qu'il y a des trucs en Turquie et tout? Il me dit, non, rien. C'est toujours le même agent que tu avais depuis le début? Non, j'ai changé. Je suis passé avec un agent turc, tu vois. Quand je suis parti en Turquie, j'ai changé d'agent. Donc rien, je dis, putain, c'est pas possible. Donc j'arrive, dernière semaine de Mercato, je reçois une offre du FC Riga en Estonie. C'est Lettonie, je crois. Lettonie. Oui, mais j'ai un pote qui a joué là-bas la saison passée. FC Riga. Donc je reçois ça. Mais je dis à mon agent, mais t'es sérieux, qu'est-ce que je vais faire là-bas, tu vois? Je peux pas aller là-bas. J'ai rien à faire là-bas, moi. Donc les semaines passent. Comme je t'ai dit, j'arrive les 2-3 derniers jours de mercato, mais j'ai pas le choix. Je dis à ma femme, il y a pas le choix, on y va. Donc je fais mes valises, je pars à l'aéroport. Entre-temps, j'ai un de mes anciens coachs qui m'appelle en Turquie, tu vois. Coach dans Karagücü, D1 turc, nickel. Il m'appelle, il me dit, Attila, comment ça va et tout. Je dis, bah écoute, ça va, je suis dans l'avion là, je pars et tout. Il me dit, tu vas où? Je dis, bah écoute, je vais signer dans un club là, FC Riga et tout. Il me dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, monte pas dans l'avion. Il me dit, fais demi-tour. Il me dit, je t'envoie un billet d'avion, tu vois. Et du coup, j'ai dit quoi? Puis, tu vois, ce coach-là, je l'aimais bien, tu vois. C'était vraiment quelqu'un de bien, droit. Ouais. Tu l'avais connu où, ce coach? Écoute, moi, je l'ai eu, je le connaissais de Kayseri, ouais. Il était passé à un moment à Kayseri. Il me dit, écoute, viens à Ankara et tout, je te prends, quand il dit, je te prends ton billet, il prend le billet, le club me prend le billet, et tu viens et tout. Moi, j'ai dit, OK, on n'a même pas négocié rien, tu vois. J'arrive là-bas, dans le bureau, on est 15-20 joueurs. Dans le bureau en même temps? Dans le bureau, bureau, on est au moins 15-20. Donc, à la queue leu, quoi. Chacun signe son contrat.
Et à ce moment-là, le club, il allait pas bien. Ils étaient en D1, mais ils jouaient le maintien pour pas tomber. Et donc, ils avaient ramené, franchement, au moins 20, même si c'est pas plus, tu vois. Ouais. Donc, OK, j'arrive là-bas, je signe, je te dis pas de bêtises, 2 ans. Je signe 2 ans, D1. Et ça, c'est à la fin du mercato hivernal. Ça, c'était pendant le Corona, ouais. Pendant le Corona. OK. Tu vois. Voilà. Donc, c'était chaud. Les billets d'avion et tout, c'était chaud, sachant que le mercato, c'était… Bref, j'arrive là-bas. Donc, ils ont annulé la saison à cause du Corona. Donc, on l'a repris tard. Bref. Après, mon contrat, il se finit là-bas. Et après ça, d'ailleurs, je retrouve ce coach-là, coach Aili, tu vois. Donc, il m'appelle et tout, D2 turc. Moi, là-bas, je suis pas chaud, je veux une D1. Il m'appelle et tout. Il me dit, écoute, Attila, viens ici, on a un bon projet, on va remonter. Et comme ce coach-là, il m'avait ramené en Caragudu et je le respectais beaucoup, il a vraiment été honnête avec moi, il m'a fait jouer, etc. Tu vois. Les promesses qu'il m'a tenues, il les a respectées. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on est go. Donc, je vais pour signer là-bas. Entre-temps, il rentre dans le coma, le coach. Il rentre dans le coma, il était malade, il rentre dans le coma. Et moi, j'ai promis, promesse, c'est une promesse, tu vois. Donc, j'ai promis, j'ai dit, bah, OK, j'y vais. Alors que on n'a même pas négocié rien, j'ai même pas parlé de tout, rien. J'y vais là-bas, je signe, mais le coach, il est pas là, il est dans le coma. Donc, quelques temps après, il sort du coma. Franchement, 2-3 mois après, il revient s'entraîner avec nous, mais il vient avec une bonbonne de je sais pas comment on appelle ça, tu sais, pour respirer et tout. Il parle comme ça, il a du mal et tout, tu vois. Bref, ça s'est passé comme ça. Donc, après, donc moi, je signe 2 ans à Kocaeli, dans ce club-là. Première année, on doit jouer la montée, on tombe. OK. On tombe, donc de D2, on tombe entre guillemets en national, comme si en national française, tu vois. En D3, ouais. D3. Je veux partir, impossible, président, c'est hors de question que tu pars. Il dit, le salaire que tu as, je te donne le même, mais tu pars pas. Tu restes là, tu as un contrat, tu pars. Tu pars pas. Je dis, ma parole, je viens plus à l'entraînement. Je dis, je viens plus Baïtchouk. Il me dit, viens plus. Il me dit, viens plus. Je vais ramener un notaire. Tiens, c'est comme ça, il ramène un notaire. Il constate si t'es pas là. Et ben, si t'es pas là, il te met une amende chaque jour. Tu sais, voilà. Je sais pas comment ils font. Bref. Abandon de poste, et puis c'est toi qui voilà. Pas le choix. Il me laisse pas partir. J'essaye tout. Je dis au coach, moi, je joue pas. Je dis, moi, je vais pas jouer avec toi. Je dis, je vais pas jouer. Recrute quelqu'un d'autre. Il me dit, non. Moi, t'es mon joueur. Tu vas jouer. T'as pas le choix. Du coup, je dis, putain, comment je vais faire? Pas le choix, je peux pas partir, j'ai tout essayé, impossible. Je leur ai dit, je vous laisse mon argent, je vous redonne mon année de contrat, laissez-moi partir. Non, c'est hors de question, tu pars pas. Bref, cette année, donc l'année dernière, on est champion. OK. Tu vois, on est tombé. L'année où on tombe, on remonte en D2. OK. Et l'année où on remonte en D2, fin de contrat. OK. Donc, entre-temps, ils veulent me prolonger, etc. Mais ça met un peu de temps, etc. Ça se fait pas. Donc, je prolonge là, il y a 2 mois de ça, j'ai prolongé, tu vois, mon contrat ici. Et donc, là, nouveau coach, nouveau projet, je suis reparti sur 2 ans, quoi. OK. Ouais, donc en fait, tu es passé de vouloir partir à tout prix. Exactement. À finalement prolonger. Exactement, ouais. Et je voulais te poser une question par rapport à tous ces déménagements. Ouais. Avec la famille, ça se passe comment? Quand tu dis ma famille, ma femme et mes enfants, ou ma famille? Oui, non, vraiment la famille qui est sous ton aile. Franchement, ça se passait facilement jusqu'à les 2 ans et demi, 3 ans de ma fille, parce qu'elle n'était pas encore à l'école, tu vois. OK. Mais une fois qu'elle est rentrée à l'école, elle a commencé l'école, là, c'était plus compliqué. Je regardais souvent en fonction de la ville, l'école pour ma fille, tu vois. OK. Ouais, voilà. Et c'était plus compliqué. Est-ce que vous avez réussi à toujours rester ensemble, ou il y a eu des moments où toujours. Non, Okay. non, moi, je peux pas. Franchement, j'ai besoin d'avoir ma femme et mes enfants avec moi, parce que je fais pas des enfants pour qu'ils soient en France et moi ici, tu vois. Oui. Non, c'est ma priorité. Ta femme est turque aussi? Non, ma femme est française, moi. OK. Ma femme française, et puis j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. OK. Non, je pose la question parce que là, Ouais. Moi, j'ai déménagé cet été. Et puis, juste, là, oh là là. J'ai déménagé cet été, et puis c'était pas très loin. C'était à 1 heure. Mais, bon, moi, depuis que j'ai commencé à jouer au foot, ma femme, elle a jamais pu travailler dans son domaine parce que elle me suivait. Là, c'était la première année où elle a réussi à trouver un travail dans son domaine. Je devais rester 2 ans dans mon club. C'est des contrats au niveau amateur, donc c'est souvent 1 an. Mais là, j'avais négocié vraiment, je veux 2 ans, je veux pas avoir à bouger l'été prochain. Finalement, fin de l'année, on me la met à l'envers. Je dois partir. Et puis,
il y avait cette considération-là où j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais trouver un club pas très loin pour que ma femme puisse garder son job. Ça, c'est vraiment compliqué, ouais. C'est vraiment compliqué. Exactement. Donc, toi, tu as dû beaucoup bouger. Et puis, bah, j'ai eu, au fur et à mesure des années, bah, tu joues avec des joueurs et puis il y a certains joueurs qui partent loin de leur famille. Et puis, c'est vrai que par moment, c'est un gros problème, surtout à notre niveau, parce que je pense que financièrement, c'est moins facile d'assumer toute la famille seule. Bah, je voulais savoir, toi, à ton niveau, on n'est pas chez les multimilles, on n'est pas chez Cristiano, chez Messi, où, bah, viens de toute façon, il n'y a pas de question à se poser, on est bon pour des années, des années. À ton niveau, comment ça s'est passé de devoir déménager autant, de devoir bouger autant, et puis bah avec les coûts que ça engendre, le trouble que ça peut causer avec la famille, pour les enfants, etc. Bah écoute, pour les déménagements, là j'ai souvent appelé des sociétés de déménagement, pas le choix. Ma femme a fait les cartons, elle en a fait beaucoup, la pauvre, franchement, elle en a fait beaucoup. Je l'ai un peu aidé, mais bon, ça lui a jamais plu, tu sais. Une femme, tu sais comment c'est, quoi. C'est compliqué, les cartons, c'est compliqué à faire, donc je lui ai laissé un peu s'en occuper, je l'ai aidé, tu vois. Mais ouais, ça a un coût, franchement, les déménagements, quand tu appelles une société, ils viennent, ils te prennent tes trucs, et en plus, souvent, il y a de la casse. Euh, j'ai fait, franchement, d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière avec ma femme, j'ai dû faire 8 ou 9 déménagements. Déjà, j'ai 31 ans. John, j'ai 31 ans. Tu vois, franchement, c'est pesant après le déménagement, de retrouver ses marques. Des fois, tu sais, tu as des meubles qui vont pas dans la maison, il y en a en trop des fois. Donc, tu es obligé d'un peu de, voilà, tu sais, comme un puzzle, quoi, de tout essayer de mettre dans la maison. Mais oui, financièrement, c'est vrai que ça coûte cher. Mais bon, après, ma femme aussi, elle connaît ce métier. Et puis, de toute façon, c'est compliqué de pouvoir jouer 10 ans dans le même club, tu vois. Donc, C'est clair. on bouge souvent, quoi, tous les ans, tous les 2 ans. Bon, là j'ai de la chance. Ça fait déjà 2 ans que j'ai pas bougé. J'ai re-signé 2 ans, j'espère pas bouger, tu vois. Et là, à Kojaili Sport, tu dis, tu as 2 ans de contrat. L'ambition, c'est quoi? Ouais. C'est de remonter en Super League? Ouais. L'ambition, c'est ça, cette année, de pouvoir remonter. Bon, ça va pas être facile, mais je pense qu'il y a moyen de remonter. Puis on a un bon groupe là, il y a eu des bonnes recrues aussi. Et puis ouais, l'objectif, c'est de remonter cette année. Bah, j'espère qu'on pourra le faire. Et si c'est pas cette année, bah, l'année prochaine maintenant. Ok. Et ton ambition personnelle, parce que là, tu es à 31 ans. 31 ans, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'ici à ce que la fin arrive? Et deuxième question, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire après? Franchement, là, j'ai signé 2 ans. Donc, mon contrat va se finir à mes 33 ans. L'objectif, c'est de pouvoir remonter ce club en D1 turc. Franchement, c'est l'objectif. Ça serait mon rêve aussi parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont tombés. Ils sont tombés quand même jusqu'à l'amateur. Ils sont remontés. Puis là, ça fait une vingtaine d'années qu'ils n'ont pas joué en D1 turc. Donc, l'objectif et mon rêve, ça serait de pouvoir remonter ce club. Donc, j'ai 2 ans déjà devant moi pour pouvoir le faire. Et après, par la suite, donc déjà après mes 2 ans de contrat, je verrai mon corps, ce qu'il en est, si ça suit toujours. Pour le moment, ça va. Ouais, J'arrive encore à monter et à revenir, tu vois. Jusque-là, tu as été épargné par les blessures quand même? Tu n'as pas eu trop de... Dieu merci, franchement, j'ai eu qu'une grosse blessure. C'était, je me suis fait opérer du pubis, tu vois. Ok. Et voilà, je me suis fait opérer en Allemagne. Ouais, C'est la seule une grosse pubalgie? blessure. Pubalgie, ouais. Ok. Mais ils appellent ça pubis, Ouais. opération du pubis, pubalgie. Pubalgie, ouais, plutôt. C'est la seule grosse blessure que j'ai eue. Ouais. Et puis après, par la suite, bah, moi, franchement, j'aimerais bien entraîner les jeunes, tu vois. Ok. Parce que dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours eu une bonne relation avec les jeunes, tu vois. Donc, j'aimerais bien pouvoir m'occuper, par exemple, tu vois, des 15 ans, faire la liaison centre de formation, groupe pro, tu vois, ou comment on appelle ça maintenant, le groupe réserve, tu vois. Ok. J'aimerais vraiment bien faire ça. Ouais, mais ça Parce serait que les vraiment jeunes, avec... j'aime bien, j'ai souvent une bonne relation, ouais. C'est ça le public avec Ouais, lequel tu aimerais bien travailler? franchement, ouais. Je me vois pas travailler avec des professionnels parce que de gérer les égos des uns et des autres, franchement, ça m'attire pas trop, Ouais. tu vois. Je préférais apprendre ce que j'ai appris et leur expliquer un peu aussi les bêtises à pas faire, tu vois. Je pense que
serais meilleur dans ça que de pouvoir entraîner une équipe A, je pense. Exactement. Et puis en plus, on va dire, quand tu veux être entraîneur, quand c'est bien fait, on va dire, tu es là pour servir tes joueurs. Après, quand tu es entraîneur au haut niveau, il y a aussi la notion de quelle est mon ambition, je veux arriver au plus haut niveau possible. Quand tu es entraîneur avec les jeunes, là, c'est vrai que tu es vraiment dans une position où je veux transmettre le plus possible. Voilà. Puis, Moi, tu sais, toute ma carrière, ça a été, tu vois, des objectifs. Là, ça sera des objectifs aussi avec des jeunes, mais moins de pression, tu vois. Plus en tant que grand frère, leur apprendre les déplacements, tu vois, de jouer. Le rôle de grand frère, quoi. Et j'ai 2 questions là-dessus. Est-ce que tu as déjà commencé à te former dans ce sens-là? Non, franchement, pas du tout. Franchement, j'ai pas vraiment le temps, les entraînements et tout. Et franchement, pour le moment, je suis pas encore prêt à arrêter le foot, tu vois. Donc, tu vois, je me dis, l'année prochaine, je pense que je commencerai, tu vois, à la fin de ma dernière année de contrat. Voilà. Je pense que je commencerai la semaine prochaine, n'importe quoi. L'année prochaine. Et puis, en fonction aussi de mon physique, tu vois, si je peux répéter les efforts, si je me vois continuer encore 1 an ou 2. Et puis, si je vois que je peux plus et que j'ai plus aussi l'envie et la tête, parce que c'est aussi beaucoup la tête qui commande, tu vois. Donc, à ce moment-là, je verrai. Mais pour le moment, je pense que je peux encore jouer 2-3 ans. Ok. Et la deuxième question que j'avais par rapport à ça, tu as dit, tu aimerais bien être dans ce rôle de grand frère, transmettre quelque chose. C'est ce que j'essaie de faire avec le podcast. Pas des fois de manière explicite, des fois de manière implicite quand les gens racontent leurs histoires. Je trouve que c'est un bon moyen. En tout cas, moi, c'est une des façons que j'aime bien utiliser pour apprendre des gens, les écouter parler. Et là, si tu as 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui est dans ce créneau-là. Il y a pas longtemps, on a joué contre la réserve de Sochaux et il y a un mec qui est rentré dans le match et il m'a envoyé quadruple crochet, il m'a fait mal un peu. Et puis à la fin du match, il est venu me voir et m'a dit hey, continue tes vidéos, je regarde ce que tu fais, franchement ça m'inspire et tout. Donc je me dis il y a des jeunes qui écoutent. Si tu as un mec comme ça qui est en train d'écouter là, il est en train d'écouter Attila Touran parler, quel conseil, piège à éviter tu pourrais lui donner? Donc déjà, soyez patient déjà, faut être patient. Ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire, les agents, etc. Parce que c'est pas du tout la vérité. Soyez patient, travaillez et entourez-vous de bonnes personnes. Ça aussi, c'est très important. Je pense que si tu es entouré des bonnes personnes, tu feras moins de bêtises. Et quand tu dis entourez-vous des bonnes personnes, tu penses à qui? Parce que ça peut être agent et ça peut être aussi agent, femme, ami, pote, cousin, cousine, conseiller financier, avocat. Jusqu'où tu pousses la réflexion? C'est ça. Tu vois, il y en a qui ont des bonnes familles, d'autres des moins bonnes familles. Après, le seul truc, c'est que, comme j'ai toujours dit, il faut travailler, être patient, avoir des amis, on va dire des amis d'enfance qui vont vous dire la vérité quand vous êtes bon et quand vous êtes mauvais. Tu vois, ça aussi, c'est très important. Je pense que si tu as été mauvais et qu'on dit que tu as été bon, au final, tu vas jouer tout le temps mal et on va dire ça. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de quand j'ai été mauvais, mon père a su me dire, écoute, ce match-là, non, c'est pas ça, quoi. Tu vois, je pense que maintenant, les parents, ils ont un peu plus de mal à dire à leurs enfants qu'ils n'ont pas été bons. Tu vois, ils ont plus, je pense qu'ils sont beaucoup plus protégés que nous à l'époque. La famille, c'est très important. Mais après, comme j'ai dit, la famille, ça peut être quelque chose de bien et quelque chose de pas bien aussi. Donc, je pense que le papa, la maman, après, tu vois, chez nous, entre guillemets, les Turcs, les étrangers, la famille, c'est très, très important, tu vois. Mais il y a aussi, la famille se mêle beaucoup aussi, tu vois. Quand il y a un peu d'argent qui rentre, tu vois, tu as des cousins, des cousines qui sortent un peu de partout. Donc, faites attention à ça. Gardez bien votre cercle familial, votre père, votre mère, vos sœurs et quelques amis. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 amis, tu vois. Si tu en as 5, des biens à qui tu peux faire confiance et qui vont te dire quand tu as été bon, quand tu as été mauvais et qui vont t'aider dans les bons moments et dans les mauvais moments, je pense que c'est le plus important. Soyez patient, travaillez. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et soyez bien entourés. Voilà, exactement. Est-ce que toi, moi j'ai posé toutes mes questions. D'accord, John. Ah non, j'en ai une dernière. Dis-moi. J'en ai une dernière. Quand tu as commencé à 17 ans, j'en reviens toujours à ça parce que je pense que c'est
Je pense que c'est là où on peut avoir le plus gros impact. Comme tu disais, avec ce rôle de grand frère que tu aimerais avoir avec les jeunes, en donnant des bons conseils, en donnant des bonnes billes aux jeunes, on a potentiellement la possibilité d'impacter le reste de leur vie. Ça peut être leur foot, mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Quand toi, tu avais 17 ans, et là, j'essaie de parler aussi à quelqu'un qui a 17 ans en ce moment et qui voit le reste de sa carrière devant lui aller, je pense que tu t'imaginais probablement jouer la Ligue 1, la Ligue des Champions, comme tout le monde, tu rêves le plus haut possible. Là, ma question, c'est, maintenant, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu as 31 ans, on est 14 ans plus tard, qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour t'installer au haut niveau, au très haut niveau, je vais dire, parce que le haut niveau, tu y es, mais qu'est-ce qui t'a manqué pour t'installer au très haut niveau et y rester? Je pense de la rigueur. La rigueur. Moi, je pense que c'est plus la rigueur. Tu sais, John, tu as 17 ans, tu signes au Sporting, tu commences à gagner des sous. Tu vas pas te mentir, c'est la vérité. T'es pas prêt, tu vois. T'es pas prêt, même si ton père, il te dit, ouais, c'est pas bien de sortir, mais tu sais très bien, mais toi, tu dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, entre guillemets, tu vois. Tu sors, tu fais des soirées, tu te couches tard. Mais quand tu as 17 ans, ça va, tu vois, ton corps, il tient. Mais aujourd'hui, je peux plus faire ça. D'ailleurs, je pourrais pas, je suis marié non plus. Je suis marié aussi, tu vois. Je pourrais pas le faire non plus. Mais c'est compliqué de se dire qu'est-ce que j'aurais dû faire. De toute façon, tu pourras plus le refaire, c'est passé, tu vois. Mais je pense que j'aurais dû et j'aurais pu être plus rigoureux, tu vois, sur ça, sur le travail. J'ai toujours bossé, tu vois, à l'entraînement et tout. D'ailleurs, je suis toujours dans ceux qui courent le plus, que je suis latéral, donc faut que je monte, je reviens. Tu vois, ça, voilà, ça fait des années que ça se passe et c'est comme ça. Mais je pense que c'est la rigueur. Faire des soirées, mais pas en abuser, tu vois. Et ne pas se croire déjà arrivé. Travailler. Avoir les pieds sur terre. Je pense que c'est la chose la plus importante. Mais je pense que c'est la rigueur. Ok. Et franchement, c'est le seul mot qui me vient en tête, c'est rigueur. Quand on regarde en arrière, beaucoup de joueurs portent le même constat, j'aurais pu être plus rigoureux. Ce qui est difficile à entendre quand tu es jeune. Et je pense que je pense que c'est ce qui rend la chose difficile à appliquer, c'est que la rigueur, tu vois pas les fruits tout de suite. Bien sûr, tu les vois pas. Donc demain. Mais tu sais pas. Quand tu as 17 ans, John, comment tu veux savoir? Dis-moi comment tu veux savoir. C'est impossible. Quand tu as 17 ans, t'es dans tes idées, t'es comme ça, tu vois pas à droite à gauche, tu dis ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? Tout le monde à ce moment-là, tout le monde pouvait me faire la morale. T'aurais rien entendu. Tu te dis quoi, ouais, 17 ans, 18 ans, Sporting Lisbonne, tu vois, t'as les beaux maillots beaux gosses, il y a ton nom, t'as la photo, t'as les caméras, tu vois, tu te crois arriver. Mais franchement, si c'était à refaire, je ferais les mêmes conneries. Tu vois, je ferais les mêmes conneries parce que c'est ça qui a fait que qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi, tu vois, grâce à mes conneries que j'ai fait, quoi. Si tu les fais pas, tes conneries, comment tu vas apprendre? C'est clair. Voilà. Donc moi, franchement, j'ai aucun regret de ma carrière. Ça aurait pu être mieux, c'est sûr et certain. Ça aurait pu être largement pire, tu vois. Clair aussi. Mais je suis content et j'ai pu vivre de ma passion toutes ces années et j'en vis encore. Donc franchement, je suis plus qu'heureux, je suis épanoui, j'ai une femme, j'ai des enfants, tout va bien, tu vois. C'est tout bénef. Exactement. C'est magnifique. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes, prochains extraits, prochains contenus qui seront proposés sur la chaîne. Si jamais vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Attila, vous pouvez les poser en commentaire. Je tiens encore à le remercier d'avoir participé au podcast, de s'être livré de manière aussi franche, honnête et transparente. Merci à vous d'avoir été des nôtres. En attendant la prochaine fois, je vous invite à me rejoindre sur TikTok. Il y a beaucoup de monde sur TikTok, les gars. Ne ratez pas le train pour du contenu exclusif. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes. C'est là que je suis joignable, là où je sonde la communauté, là où je vous pose des questions sur les contenus à proposer. Et puis, je demande votre aide aussi sur certains contenus. Donc, venez me rejoindre sur Insta. C'est tout pour moi. Et en attendant la prochaine fois,